Le cas du Venezuela. L'administration Trump a enlevé le président du Venezuela. Mais après tout, on voit que le vice-président est toujours au Venezuela. La situation n'a pas tellement changé quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur du pays. Quel était l'objectif principal de Donald Trump? Était-ce une sorte de message adressé à d'autres pays? Parce qu'après tout, je ne sais pas si l'on peut dire qu'il s'agissait d'un changement de régime. Tout le gouvernement est toujours en place. Seul Maduro a été écarté du Venezuela. Comment comprenez-vous la situation là-bas? Eh bien, tout d'abord, je considère la situation comme un acte d'illégalité de la part du gouvernement des États-Unis. Un acte illégal et honteux dont les Américains devraient avoir profondément honte. Cela devrait conduire à la destitution de Donald Trump, car il s'agit d'une violation extraordinaire non seulement du droit international, mais aussi du droit américain. Cette prétention de Washington, selon laquelle chaque pays de la planète serait soumis à la loi de Washington, est absurde. Aucun autre pays n'a jamais formulé une telle affirmation. Je vois donc cela comme un acte honteux d'un gouvernement hors la loi qui n'a pas sa place au pouvoir. Maintenant, quel en était le but? Je pense que ce que Trump a dit visait à reprendre le pétrole vénézuélien. Je crois que cela fait partie de l'agenda du gouvernement des États-Unis depuis de nombreuses années, car c'est dans les années 1970 que les Vénézuéliens ont nationalisé leur pétrole et l'ont retiré aux compagnies pétrolières américaines. Pas seulement leur pétrole, mais aussi d'autres ressources. Et nous avons estimé que nous méritions de piller le pays, qu'ils ne méritaient pas de profiter de leurs propres ressources. Ainsi, lorsque Trump a publiquement déclaré que nous allions là-bas pour reprendre notre pétrole, en d'autres termes, il considère que les biens nationaux du Venezuela lui appartiennent ou appartiennent aux États-Unis. Eh bien, c'est une forme de pillage plus flagrante que ce que les États-Unis ont montré lors des précédents épisodes de pillage des pays d'Amérique latine et d'Amérique du Sud. C'est donc un très grand pas dans la mauvaise direction. Maintenant, quel est censé être l'effet de la saisie de Maduro? C'est d'intimider le gouvernement qui lui succédera pour le pousser à coopérer avec le régime Trump et à se laisser diriger depuis Washington, comme Washington dirige de nombreux pays d'Amérique latine. Les États-Unis contrôlent ces pays à travers leur propre gouvernement, et c'est ce que Trump essaie de faire à ce stade avec la femme qui occupe la présidence du Venezuela. Or, elle montre des signes de résistance. En attendant, les Américains seront là à soudoyer tout le monde, soudoyant tous les généraux, l'armée, les tribunaux, les juges, distribuant des centaines de millions de dollars pour créer une situation dans laquelle le gouvernement vénézuélien ne pourra pas résister à la coopération avec Washington. C'est, je pense, le plan. Si ce plan échoue, je ne sais pas si l'armée américaine tentera d'envahir l'Iran. Je veux dire, le Venezuela. Je voulais dire le Venezuela. Il y a des jungles là-bas. C'est un grand pays. Nous nous en sommes pas bien sortis au Vietnam, où il y a des jungles. Nous nous en sommes pas bien sortis en Afghanistan. Et une invasion du Venezuela, sans parler de la Colombie, de Cuba ou du Mexique, dépasse les capacités de l'armée des États-Unis et conduirait à une défaite retentissante. Nous serions tout simplement décimés dans cette vaste étendue de territoire et dans les jungles. Nous ne pourrions jamais concentrer nos forces. Alors, je ne sais pas. C'est peut-être un pari de la part de Trump. Il compte peut-être aussi sur l'impression qu'il a dû soudoyer les gardes de Maduro pour permettre que cela se produise, car les précédentes tentatives des États-Unis pour capturer des personnes avaient échoué. Il espère peut-être que des doutes se sont installés
dans l'esprit des membres du gouvernement de Maduro, provoquant des soupçons mutuels entre eux, que certains auraient, d'une manière ou d'une autre, facilité l'enlèvement du président et de la première dame. D'après ce que nous savons maintenant, c'est à peu près la meilleure explication que je puisse en donner. Il est certain que Trump n'a pas relâché la pression qu'il exerce sur le président intérimaire du Venezuela. Et il y a ajouté celle qu'il fait peser sur le président de la Colombie, sur Cuba et sur le président du Mexique. Il les a tous menacés en des termes effrontés, disant au président colombien de, je cite, « faire attention à ses arrières ». Fin de citation. Eh bien, ce n'est pas une manière diplomatique de s'exprimer et cela montre que la doctrine de l'hégémonie américaine, fondée sur le militarisme, est toujours bien vivante à Washington. Cette conseillère à la sécurité nationale, Tulsi Gabbard, s'est trompée lorsqu'elle a déclaré que l'ère des changements de régime américain était révolue. Elle ne l'est pas. Et comme je l'ai dit, je pense que la première approche de Trump en matière de changement de régime en Amérique latine consiste à contraindre les gouvernements à servir les intérêts américains, les laisser en place, mais s'assurer qu'ils obéissent aux instructions venues de Washington. Si ma mémoire est bonne, et je peux me tromper, c'est ainsi que nous semblons contrôler l'Argentine à l'heure actuelle. Je crois avoir lu, ce n'est pas un sujet que je suis de près, donc je ne suis pas certain, que Washington aurait récemment pris le contrôle de l'Argentine en rachetant l'intégralité de la dette nationale argentine. En d'autres termes, ils ne pouvaient pas rembourser leur dette. Alors nous l'avons acheté et placé quelque part, et grâce à cette opération, nous avons obtenu le contrôle. Maintenant, ce que j'ai lu était peut-être un conte. Comme je le dis, c'est un peu en dehors des domaines auxquels je prête habituellement attention et que je couvre, donc je ne m'y suis pas vraiment intéressé. Mais cela a du sens. Ça pourrait certainement être une manière pour Washington de prendre le contrôle de l'Argentine. Ce que nous voyons ici, c'est une forme différente de changement de régime de celle que nous avons vue en Ukraine, où nous avons provoqué une rébellion, des coups de feu ont été tirés, le gouvernement ukrainien a été poussé à ne pas recourir à la force, une décision soutenue par les Russes eux-mêmes, et le gouvernement a effectivement été renversé. Mais cette nouvelle manière de renverser les gouvernements consiste, vous savez, à vous laisser en poste et à vous rendre riche tant que vous agissez comme notre agent. Donc, je pense que c'est la nouvelle façon de procéder à un changement de régime. Comment voyez-vous le rôle d'Israël dans ce qui s'est passé au Venezuela? Pourquoi sont-ils si heureux, vous savez, de l'enlèvement de Maduro là-bas? Quel est leur jeu en Amérique latine? Eh bien, une réponse à cette question, une réponse possible, est si controversée qu'on ne peut pas vraiment la formuler. Depuis des décennies, de nombreuses personnes attentives aux manipulations israéliennes ont soutenu, et je ne peux pas dire si elles ont raison ou non, car ce n'est pas un domaine que j'ai suffisamment étudié pour avoir confiance en mon opinion, mais elles ont affirmé que l'objectif principal d'Israël serait de détruire les États-Unis. Elles considèrent les États-Unis comme la grande puissance gentille blanche qui finira par faire obstacle à la domination israélienne, en particulier au Moyen-Orient, où elles nourrissent le rêve d'un grand Israël. Certaines personnes ont soutenu que les Israéliens auraient systématiquement sapé la société américaine. Elles affirment que les Israéliens auraient supprimé les symboles chrétiens de la vie publique, favorisé et encouragé la pornographie
et la promiscuité sexuelle et promu la destruction de la chasteté féminine. Ils ont été accusés de prôner la misogynie, le métissage et la disparition des personnes blanches par les mariages mixtes avec des personnes noires. On dit qu'ils exerceraient un contrôle excessif sur les médias, où ils façonnent les récits, et sur les universités, où ils influencent les programmes. Selon cet argument, la principale fonction des universités américaines, et en réalité de toutes les universités occidentales, depuis des décennies, serait la dénonciation de leur propre société. Ce genre d'affirmation avancée, ou l'une des réponses possibles, est que les Israéliens ne feraient que contrer les suprémacistes blancs aux yeux bleus, les nazis, qui représentent une menace pour eux. Une autre explication, moins controversée, serait que si nous sommes en guerre et que le complexe militaro-sécuritaire retrouve une nouvelle fois sa vitalité grâce au profit, il devient plus facile d'étendre le conflit. Et je suis sûr qu'ils ont l'Iran en tête. Je n'ai vu aucun rapport sur l'objet de la récente visite de Netanyahou à la Maison-Blanche, la 5e cette année. Je n'ai trouvé aucun compte-rendu de ce dont il s'agissait, ni de ce qui a été décidé. Peut-être que je l'ai simplement manqué. Vous savez, il se passe tellement de choses pendant la période des fêtes qu'il est facile de ne pas tout remarquer. Mais je soupçonne qu'il s'agissait de nouvelles pressions pour attaquer l'Iran. Et comme les prétendues manifestations en Iran faisaient la une des médias occidentaux, c'était un événement d'ampleur, un déferlement de foule. Trump a utilisé cette image de la situation en Iran pour déclarer que si le gouvernement iranien prenait des mesures violentes contre les manifestants, les Américains interviendraient. Les mots exacts de Trump étaient « Nous sommes verrouillés, armés et prêts ». Eh bien, il est très facile pour les Américains de faire tirer des coups de feu, comme ils l'ont fait à Kiev pendant la révolution du Maïdan. Ils pourraient très facilement provoquer des tirs en Iran, et ce serait alors le prétexte de Trump. Ainsi, du point de vue d'Israël, qui est extrêmement militariste, le fait que l'Amérique le soit aussi joue parfaitement en sa faveur. J'ai vu l'autre jour que la chaîne israélienne 12, une source d'information israélienne basée en Israël, avait rapporté que le gouvernement israélien avait mis l'armée en alerte en vue d'une possible guerre contre les Houthis, contre le Liban et contre l'Iran en même temps. On disait qu'il se préparait à une offensive majeure contre tous les adversaires musulmans restant à la domination israélienne du Moyen-Orient. C'est un reportage israélien. Il est rare qu'Israël dévoile ainsi ses intentions, et il se peut qu'ils aient pris le risque de les annoncer afin de préparer l'opinion publique américaine à soutenir Israël. En résumé, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que les États-Unis créent l'image d'une tyrannie en Iran et affirment que des millions d'Iraniens descendent dans la rue pour exiger le renversement de leur gouvernement. Le régime Trump a également créé l'image selon laquelle le Mexique, Cuba, la Colombie et le Venezuela mèneraient tous une attaque de narcotiques contre la jeunesse américaine. Un effort, selon eux, pour détruire notre pays. Et qu'il faudrait donc prendre des mesures énergiques contre ces pays d'Amérique latine qui nous attaquent avec des stupéfiants. C'est donc clairement une approche militariste. De plus, nous avons la déclaration récemment faite par Stephen Miller, principal porte-parole du régime Trump pour la politique étrangère américaine, selon laquelle la position officielle du gouvernement des États-Unis est que le Groenland appartient aux États-Unis et qu'aucune nation ne peut faire quoi que ce soit pour empêcher l'annexion américaine du Groenland. Eh bien, le Groenland, bien sûr, fait partie du Danemark. Le Danemark est membre de l'OTAN.
En vertu du traité de l'OTAN, le gouvernement des États-Unis s'est engagé à défendre l'intégrité du Danemark. Et pourtant, voici Trump qui affirme avoir le droit de voler une partie du Danemark. Il est possible que les conséquences de cela détruisent l'OTAN. Il est également possible que si Trump poursuit malgré l'opposition, même celle de l'État fantoche américain qu'est le Royaume-Uni, où le Premier ministre, Starmer, s'est opposé au vol d'une partie du Danemark par les États-Unis. Les Européens se rendent compte que Trump ne se contente pas de piller l'Amérique du Sud. Il a l'intention de piller l'Europe aussi. Et ensuite, que pourrait-il se passer? L'Europe pourrait s'allier avec la Russie afin d'obtenir une protection contre les États-Unis. Cela semble tiré par les cheveux, mais c'est tout à fait possible. Trump montre un tel mépris pour ses propres alliés qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'il le supporte indéfiniment. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il se demande ce que signifie encore l'OTAN lorsque les États-Unis attaquent un membre de l'OTAN dont ils se sont engagés à protéger l'intégrité. Comme vous pouvez le voir, la possibilité que les choses tournent très mal au sein de l'OTAN est bien réelle. Et comment se fait-il que personne dans le gouvernement Trump n'ait dit « Hey, et à propos de ceci, et de cela, et de ceci ». Comment cela va-t-il se passer pour nous? Cela montre le contrôle du pouvoir juif. Stephen Miller est juif. Sa femme est juive. Elle a récemment publié en ligne une photo, une carte du Groenland recouverte d'un drapeau américain. Et Miller, considéré comme l'architecte du programme de Trump, a déclaré sans équivoque que la position officielle de l'administration Trump est que le Groenland appartient aux États-Unis. Eh bien, pour conclure, comment cela apparaît-il au Kremlin, si attaché à négocier une paix avec Trump? Comment le Kremlin peut-il continuer à se bercer d'illusions en pensant qu'il peut négocier avec Trump, qui s'est retourné contre un allié de l'OTAN, qui s'est retourné contre 4 gouvernements d'Amérique du Sud? À un moment donné, les Russes vont devoir se rendre compte qu'ils sont en guerre et que tous ces discours sur la paix n'étaient qu'une grande tromperie. Et s'ils continuent à se laisser berner par ces fausses apparences, ils sont perdus. Their history.